C'est une invitation, c'est une proposition d'un ami photographe que j'ai connu dans le milieu du théâtre à l'époque où je faisais du théâtre. Et nous sommes voisins. Et je veux dire qu'après Villa Crimée, c'est le deuxième texte comme ça qui est né de relations de voisinage, d'un voisin, d'une voisine qui me demande d'écrire un texte. Alors, c'est pas vraiment la commande au sens classique du terme, ou un lieu, ou commissaire d'expo, une passe-commande, non. On me propose voilà, une situation d'écriture face à des documents. Des documents dont j'ai senti qu'ils comptaient beaucoup pour Alain. Et c'est vraiment de l'ordre de... Il m'a montré 2 photos qui ont modifié peut-être le cours de son existence, qui l'ont marqué à vie, mais dont il n'a jamais réussi à formuler même de nommer l'effet que ça lui avait fait, enfin, et quelque chose qui n'a jamais élucidé, qui est resté comme un mystère. Et je crois que qu'il avait la conviction secrète que c'était destiné à devenir un récit, qu'il fallait en faire quelque chose, pas pour sa gloire, mais je crois, enfin c'est comme ça que moi j'ai trouvé ça intéressant, pour l'aider à élucider quelque chose qui était resté un peu flou et en même temps très marquant. Et je crois que c'est cette double situation qui m'a plu, c'est-à-dire aider quelqu'un à mettre un mot sur une émotion, une scène, comme un travail de reconstitution, puisqu'on est retourné sur les lieux, etc. Comme quelqu'un qui... Alors c'est peut-être délicat de dire ça, mais est-ce que c'est... Je ne crois pas que ce soit lié à un moment de perte de mémoire, parce que c'est quelqu'un qui a un certain âge. Mais non, c'est que je crois depuis le début, il y a quelque chose de très marquant, très précis, et en même temps du flottement. Et ce qui m'a beaucoup touchée et intriguée, c'est qu'à mesure que... Donc ça a consisté en une suite de rendez-vous dans un café qui s'appelait le Zéphyr, qui s'appelle toujours le Zéphyr, qui est un de nos quartiers, le café de quartier, et où non seulement il m'a montré les photos, mais donc où on a discuté, et de manière un peu méthodique, quand même je venais avec des questions pour essayer d'approcher ce mystère de différentes manières. Et en réalité, croyant me mettre totalement à l'écoute de son projet à lui, de son invitation à écrire, j'ai aussi compris pourquoi moi je m'étais intéressée à cette histoire. Pour des raisons biographiques, et aussi que c'était une occasion d'explorer pour moi justement des choses qui ont trait au visage, au portrait, à la photographie, et à Richard Avedon qui, moi aussi sans que je le sache vraiment, puisqu'à l'époque je ne savais pas que c'était des photos d'Avedon, c'est des photos qui m'ont beaucoup marquée adolescente, dans des livres de Barthes notamment. Par Barthes, mais voilà, j'avais pas retenu que c'était des photos d'Avedon, et j'ai compris qu'elles m'avaient beaucoup marquée, et que dans l'histoire de l'art du portrait photographique, c'était des photos très marquantes. Donc j'ai mené aussi une enquête sur Avedon, c'était l'occasion. Mais voilà, pour répondre à la question. C'est une scène toute simple, de gens de théâtre, hein, puisque Alain Fontray est photographe de plateau, photographe de théâtre, et il était en train de prendre des photos pour une amie comédienne qui s'appelle Raphaël Guitlis. Et je crois que c'était la fin d'une séance de shooting, comme ça, pour son book. Voilà. Et donc il avait encore son appareil, il était au café Le Petit Suisse, près de l'Odéon. Je crois que ça a son importance, parce que c'est un quartier comme ça aussi de gens de théâtre, c'était lié au théâtre. Et s'approche d'eux un homme du fond du café qui leur demande s'il peut les prendre en photo tous les deux, avec l'appareil d'Alain Fontray. Alain Fontray un peu surpris, mais en même temps touché, enfin spontanément lui dit oui, pourquoi pas, voici mon appareil. Et il lui explique comment son appareil fonctionne, et l'homme en question lui dit c'est bon, je sais, etc. Il les prend en photo, et donc il remet à Alain son appareil, et il repart au fond du café. Et puis à un moment donné, il s'en va complètement du café, en compagnie d'une femme rousse. Voilà. Laquelle femme rousse revient quelques minutes après,
pour dire à Alain et Raphaël que l'homme qui les a pris en photo, c'est Richard Avedon, le photographe américain. Et là, Alain Fontray, qui n'a pas reconnu Avedon et qui s'en est beaucoup voulu, à l'instant et après coup, c'est une chose dont il m'a beaucoup parlé, la difficulté de la reconnaissance immédiate des visages. Ce qui est troublant pour un portraitiste de théâtre. Mais, encore une autre histoire, ça, j'en reparlerai plus tard, mais Alain, surpris et déçu de ne pas avoir parlé à Avedon, qui est son idole comme photographe de portraitiste, enfin c'est quelqu'un qui compte énormément pour lui, il leur court après, voilà. Il les rejoint à un passage piéton, il demande à Richard Avedon, d'abord il lui dit qu'il a été très touché de le rencontrer, et désolé de ne pas l'avoir reconnu, et il lui demande s'il lui peut le prendre lui en photo. Avedon se méfie, le teste, et pour savoir à qui il a affaire, il lui demande à Alain Fontray mais qu'est-ce que vous aimez de moi exactement? Et Alain Fontray spontanément lui parle d'une photo méconnue à l'époque qui est le torse Andy Warhol, alors qui est une photo très singulière qui a après fait la une du magazine Égoïste, et j'insiste sur ce mot de revue parce que ça a son importance dans l'histoire. Et Alain lui décrit cette photo en disant qu'il la trouve très forte. Et Avedon, sans doute touché qu'on lui parle d'autre chose que Marilyn ou Sophia Loren, accepte la proposition d'Alain et ils retournent tous, enfin tous les trois, au café Le Petit Suisse, et Richard Avedon et Nicole Wisniak, qui est donc la femme rousse qui est aux côtés de Richard Avedon ce jour-là, ils posent tous les deux pour Alain. Et puis c'est tout, en réalité. Ils ne se sont jamais revus, mais Alain a gardé ces deux photos dans son appareil. Et il n'a jamais compris ce qui s'est tout à fait passé ce jour-là. En tout cas, ça a créé en lui un questionnement qui n'a pas cessé et qui l'a hanté toute sa vie. Et je crois que c'est comme s'il avait été face d'abord à cette chose inédite pour lui qui est d'être photographié. C'est vraiment quelqu'un dans l'ombre des autres en général. Alain Fontray comme photographe de théâtre, c'est pas un mondain, c'est quelqu'un mais qui suit les acteurs et qui est dans les coulisses ou dans la salle. Et pour une fois, non seulement c'est lui qu'on prend en photo, mais en plus c'est à peu près son portraitiste préféré. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose toute simple, mais qui a une grande incidence dans sa vie. Et voilà, et je suis partie de cette simple, on peut dire, ce trouble, mais j'ai senti combien il était profond et combien dans le temps, puisque s'il s'agit des années 90, quand même, ça ne l'a pas quitté. Et je trouve ça très touchant, et moi ça m'a suffi en un sens. J'ai pressenti qu'il y avait tant de choses à déplier et à explorer, et à approfondir, ou à juste nommer en termes justement de troubles de la mémoire aussi, de difficulté à reconnaître quelqu'un. L'événement du visage de l'autre, l'art du portrait, et le mystère aussi à qui on a affaire, l'identité, qu'on puisse dissocier l'aventure du fait de scruter et de photographier un visage et le fait de le reconnaître, de reconnaître qui est là, de quel acteur il s'agit, voilà. Et ça a donné suite alors là à des conversations assez cocasses, je veux dire, sur tous les acteurs que Alain n'a pas reconnus, alors qu'il les avait photographiés, alors que c'était des vedettes, par exemple. Et ça, c'est des choses que je trouve très belles, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'évidence de reconnaître des gens connus. Et je trouvais ça très paradoxal et du coup très inspirant d'essayer de rendre compte de tous ces moments de trouble de quelqu'un qui pourtant a une bonne mémoire. Et ça, c'est pas ça la question, mais qu'il est tellement fasciné par les visages qu'il en perd, on peut dire, tous ses moyens et le sens de la reconnaissance, l'action de la reconnaissance. Et voilà, entre autres choses. Et la revue donc Égoïste, alors j'y viens parce que c'est une revue que j'avais déjà eue entre les mains et j'avais mesuré aussi l'aventure que ça avait dû être, et que c'est toujours, mais maintenant de manière très épisodique, plus rare encore qu'avant, l'aventure de la rencontre de l'écriture et de la photographie.
puisque des auteurs contemporains écrivaient pour des photos qui étaient des cartes blanches à des grands photographes. Newton, mais beaucoup Richard Avedon. Et ça a été une sorte de galerie sous forme de revue pour lui. Sa présence en France est très très liée à la revue Égoïste. Il y a Nicole Bisniak. Et c'était l'occasion pour moi aussi de regarder à nouveau ce lieu de publication qui donnait beaucoup de place à l'art du portrait. Pleine page, grand format. Voilà, on regarde tellement de visages, on va dire, comme des vignettes. L'expérience du visage imprimé, je trouvais ça très beau. C'est un art qui compte pour moi beaucoup, la photo. Et je me disais que mon premier livre était le portrait d'un photographe, et que peut-être c'était un nouveau rendez-vous avec des questions de photos, de rendu, du flou, de comment rendre compte de choses floues, de choses troubles. Et alors il se trouve que, alors ça aussi ça m'a intéressé, on peut dire presque la spécialité d'Alain, on peut dire sa signature, c'est le flou dans les photos. C'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué le bouger dans ses photos. Alors c'est des choses aussi qui m'ont intéressée. Je me dis mais c'est presque son style au fond de bouger. En tout cas c'était l'occasion de discuter de ça avec lui. Et lui, comment naît le style de quelqu'un en photo, mais peut-être si on peut parler en écriture. Et alors lui, ce serait en réaction contre son apprentissage au Jardin des Modes, où c'était plutôt une équipe de Suisses ultra, on va dire que c'était tout dans la précision, la netteté, presque en réaction un peu. C'est ce qu'il raconte peut-être après coup, mais je trouve ça drôle l'idée qu'on opte pour le flou parce qu'on en a un peu assez de l'hyper-netteté qui a été liée à des années d'apprentissage. En tout cas, il en a fait son style et voilà, et qui est même associé maintenant donc à toutes les photos qui accompagnent l'œuvre d'Olivier Pire. Voilà, il y a beaucoup d'archives comme ça, de photos, en tout cas qui ont une beauté. La question, c'est pas la netteté des lignes, quoi, c'est vraiment des ambiances, des contours, pas tout à fait. Mais il en a fait quelque chose de très précis, de très beau. Et je me disais que c'était comme un signe pour moi que j'allais avec lui aller dans des zones floues et que lui-même, par moments, était un bonhomme un peu flou pour moi. Je me demandais ce que j'étais en train de faire. Voilà, j'ai profité de ces zones floues pour moi-même, les pousser, les nommer, les vivre. Et me demander quand même parfois ce que j'étais en train de... C'était mystérieux à moi-même. Et en réalité, voilà, c'était... Quelque chose s'est révélé, chemin faisant. Et il faut écouter ses intuitions. C'est qu'en fait, toutes ces histoires de théâtre, de coulisses, de photographier des acteurs et tout, c'était très proche d'éléments biographiques liés à mon enfance, aux côtés de mes parents, ou loin de mes parents, qui sont acteurs d'abord, puis marionnettistes. Et que dans les archives familiales, j'ai beaucoup de photos de mes parents, jeunes acteurs. Et que, alors là c'est plutôt des récits, puisque je n'ai pas encore né, mais qu'il y a toute une époque où mes parents, en tout cas ma mère, pratiquaient le cabaret. Et ce texte a été l'occasion pour moi d'inviter des petites scènes de cabaret aussi, un peu de cabaret drôles, ou un peu grimaçantes, des scènes un peu étranges, qui sont soit liées comme ça à des récits un peu fakiriques de ma mère, ou dans des souvenirs d'Alain qui a vu un fakir dans son enfance, etc. Alors là, c'est voilà, comme ce texte, peu à peu, s'est construit, c'est une suite de fragments, avec comme ça un aspect, on peut dire des éclats documentaires sur une époque, plutôt fin 20e, début 21e, sur voilà, les années égoïstes, les années Avedon, et puis des éléments beaucoup plus intimes d'Alain, mais aussi de moi. Non pas que je crois pas que je cherchais l'occasion de parler de mon enfance, mais ça c'est venu un peu spontanément. C'est un métier dont on parle peu, photographe de théâtre, et je crois que ces métiers dans la coulisse, voilà, on fait surgir en moi des tas de souvenirs. J'étais moi-même aussi un peu dans les coulisses de la vie du théâtre. Et non seulement dans les coulisses, mais parfois actrice de manière
occasionnelles, sous forme de voix off. J'ai fait des voix off pour mes parents. Et j'ai fait cela pour mes enfants. En fait, parce que voilà, justement, il m'arrivait de faire répéter mes parents, par exemple. Et ça, c'est voilà, des choses que j'avais jamais eu l'occasion d'écrire, enfin, et que je trouve drôle. Je trouve drôle et intéressant que j'ai eu ce rôle-là. Parce que je m'intéresse beaucoup, en fait, à celui qui est à l'expérience d'être l'inversion de le fait d'être photographié plutôt que de photographier. Et là, je me disais aussi cette expérience d'inversion un peu limite comme ça de mon enfance, qui était que c'est moi qui soufflait à mes parents leurs textes qui les faisaient répéter à un âge où c'est plutôt les parents qui font réciter. Ils le faisaient aussi, mais en tout cas, j'étais aussi de l'autre côté du texte, voilà. Et cette aventure était l'occasion pour moi de consacrer certains fragments à ça, qu'est-ce que je fabriquais en coulisses, voilà, dans mon enfance avec mes parents et le monde du spectacle, qui aussi accueille, on peut dire, des moments, cabaret, numéro. Et il se trouve que dans les photos d'Avdon, il y a quelques scènes comme ça, un peu cabaret. Il y a une photo très connue qui s'appelle Dovima with Elephants, où on voit une mannequin de l'époque qui a un corps très étrange, un cou comme ça, presque animal, et qui est entourée d'éléphants. Et c'est une photo une photo pour Dior, qui était dans Égoïste, et qui était reproduite en tellement grand dans Égoïste que j'ai pu voir des détails que j'avais jamais vus quand on la voit circuler comme ça, parce que c'est presque une photo d'anthologie. Et il y a des détails comme ça que j'avais jamais vus, et qui est qu'en fait les éléphants ont les pieds dans des fers, et qu'en fait c'est aussi une photo très cruelle, c'est pas juste comme un numéro de cirque où on ne sait pas qui dresse qui. C'est aussi une photo qui a en tout cas une violence comme ça, discrète. Bon voilà, c'était une façon de regarder mieux certaines photos d'Avdon qui ont aussi une part de férocité, et puis certaines photos politiques aussi, ou des portraits implacables notamment de politiques américains. Puisque la vie d'Avdon a été très proche de celle de James Baldwin, et qu'ils ont fait un livre ensemble qui s'appelle Nothing Personal, qui était aussi une grande découverte pour moi. J'ai trouvé que aussi ça avait de l'écho, le fait alors qu'en fait c'est une aventure à deux très, très forte, très intime comme ça, mais qui s'annonce comme étant non personnelle. Et c'est un très très beau livre à deux. Et bon voilà, j'ai laissé comme des résonances surgir, et puis je me suis laissée faire aussi par mon enquête. Et j'y suis allée comme ça, en tirant tous ces fils, donc documentaires, des fragments très subjectifs, le carnet de mon enquête, de mes rendez-vous avec Alain, et des associations très libres, et puis des descriptions de photos, puisque l'œuvre d'Avdon est considérable et très importante. Elle tient en plusieurs très lourds volumes, et comme des grands bréviaires ou quoi, je les ouvrais chez moi, et on m'en a prêté, et je les laissais ouverts comme ça, et je les regardais longuement, et puis quelques jours après je tournais une page, puis je regardais un peu longuement, comme une sorte de galerie évolutive. Comme ça, des livres ont exposé pour moi chez moi du Avdon un peu longuement, et c'était pendant le confinement, alors je dois dire que ça faisait comme une expo que je faisais évoluer moi-même, mais j'ai l'impression que ça a été une compagnie très forte pour moi l'année dernière, l'œuvre d'Avdon, en contrepoint de ces échanges interrompus donc avec Alain, qui ont repris à la fin du confinement. Mais ce texte aussi comprend, c'est pas ce qui a le plus d'importance, mais c'est là l'arrivée des masques sur les visages. Et c'est vrai que ça paraît banal d'en parler, mais j'étais à l'époque quand même à scruter des visages. Celui d'Alain Fontray, les visages photographiés par Avdon, les photos de mes parents, et tout ça. Et arrivent, ou disparaissent plutôt, une partie des visages. Et j'ai essayé de parler de ça aussi, de ces masques, de l'étrangeté de ce moment-là. Et l'événement du retour, ou du fait de réentreapercevoir des visages. Donc c'est un des sujets de ce livre, le visage.
Et l'aventure extraordinaire d'envisager quelqu'un, de le regarder, bien sûr de le photographier, mais déjà de le regarder. Et plus ça va, plus on va dire, j'ai l'impression que certains livres, j'essaie de prendre du temps avec certaines notions, certains motifs, ou ben voilà, moi qui aime construire des personnages, ça a été pour moi l'occasion de scruter des visages et de donner, de laisser justement un ami, un visage devenir un personnage, parce qu'Alain Fontrey devient un personnage, je crois, dans ce texte. Donc c'est comme la naissance d'une fiction aussi, donc c'est le moment où peut-être les choses prennent et où mes parents eux-mêmes deviennent un peu comme un personnage, etc. Donc oui, je pense que c'est un texte en fait, qui est comme en bordure d'un roman. C'est juste, il y a quelque chose qui les met, comme on dit, à pied d'égalité, ou pas dire qui les renvoie, mais qui les place à leur rang d'hommes pris en photo. C'est-à-dire que la question de l'aura ou du prestige n'est plus... en tout cas, ce n'est pas ça la question là, dans ces photos. Ou alors ils sont hissés tous autant qu'ils sont, parce que aussi Raphaël Viclis et aussi Nicole Lucien, ils sont tous, on peut dire, les personnages, les sujets de ces photos, mais qui ont quelque chose comme ça de... Et j'ai essayé de mettre un mot, en quoi se ressemblent-ils? Qu'ont-ils en commun, puisqu'ils sont posés au même endroit? Et c'est tout simple, mais... Et je me suis dit que c'était peut-être ça la clé, quelque chose d'une certaine allégresse, une certaine gaieté dans leur sourire, dans leur bonheur d'être là dans ce café, ce qui est l'occasion pour moi de parler aussi du bonheur simplement de discuter avec des amis au café, d'être au café. Tout ça a pris aussi beaucoup de sens au moment du confinement, etc. Donc c'est pas la terrasse de café, c'est les intérieurs de café, comment on est bien. Voilà. Et c'est vrai que tous les quatre sont unis par cette oui, je n'ai pas trouvé mieux que allégresse, une légère allégresse comme ça, quelque chose de pétillant, mais qui n'a rien à voir avec leur succès les uns aux autres ou leur discrétion dans tel ou tel métier, milieu, etc. Et il y a quelque chose qui les réunit dans c'est même pas l'action de la modestie, mais oui, je dirais à pied d'égalité, comme ça, ensemble. La question de la distinction, de la différence n'est pas...